Alors, la méthode du testing, donc, elle est réalisée dans la plupart des pays de l'OCDE depuis très très longtemps, et en particulier aussi en France. Donc, ça consiste à construire de toutes pièces un couple de candidatures fictives d'individus donc, qui n'existent pas. Donc, on égalise tout ce qui est formation, expérience, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, pour les rendre parfaitement comparables, tout ce qui est aussi centre d'intérêt des candidats fictifs. Et puis, la seule différence majeure qu'on va introduire entre ces deux CV, c'est la caractéristique justement dont on souhaite tester l'effet sur l'accès à l'emploi. Donc, ça peut être la consonance d'un prénom et d'un nom, ça peut être aussi la réputation éventuellement d'un lieu de résidence. Donc, une fois que ces candidatures sont construites, on va les utiliser. Donc, elles sont évidemment relatives à une profession, d'accord, avec un certain profil type des candidats, donc un certain âge, un certain niveau de qualification, un certain niveau d'expérience. Et on va les utiliser pour répondre à un très grand nombre d'offres d'emploi, donc plusieurs centaines. Et on va attendre de constater quels sont les retours des recruteurs. Donc, est-ce qu'ils convient ou non à un entretien, donc les deux candidats fictifs, ou un seul, ou aucun des deux. Et sur un très grand nombre d'offres d'emploi, donc si on constate une différence significative dans les taux de succès des deux candidats, on imputera ça à la seule différence significative entre les deux candidatures, à savoir donc la caractéristique discriminante. Donc les premiers testings ont été réalisés dans les années 60 par un sociologue britannique en fait, qui s'est intéressé à la problématique des discriminations et qui a d'abord fait des tests dans différents domaines, pas simplement sur le marché du travail, mais aussi sur le marché du logement. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les premiers tests ont été réalisés en comparant différents pays. Donc on a fait, les premiers tests sont multi-pays, ont un caractère international. Mais à l'époque, on va faire un tout petit nombre de tests et on va les faire selon des procédures qui ne sont pas toujours, disons, très, très solides par rapport au canon contemporain. Au fur et à mesure du temps, les testings vont être développés. Ça va être de plus en plus des économistes qui vont réaliser ces tests et des statisticiens vont également s'intéresser au traitement des données. Et puis au fur et à mesure du temps, donc les méthodologies vont se solidifier, vont s'améliorer et il va y avoir l'émergence, disons, d'un standard international en matière de mesure des discriminations. Alors, en France, il y a eu des premiers testings qui ont été réalisés par les associations, notamment SOS Racisme, à l'entrée dans les boîtes de nuit, c'est assez célèbre. Mais les tests de correspondance que l'on utilise sont des tests de portée scientifique, donc avec un grand nombre d'observations. Le premier test de portée scientifique en France a été réalisé par Pascal Petit en 2002 sur la thématique des différences femmes-hommes dans l'accès à l'emploi dans le secteur bancaire. Donc on a une vingtaine d'années maintenant d'expérience scientifique en matière de réalisation de testing en France. Donc, du point de vue des apports du testing, il est important de souligner que, dans le fond, le testing, ou test de correspondance, est la seule méthode qui permet d'objectiver, de mesurer des discriminations sur le marché du travail. En fait, s'adresser aux victimes elles-mêmes, recueillir la parole des victimes, ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose d'insuffisant parce que bien souvent, les victimes elles-mêmes sont les plus mal placées pour constater l'existence d'une discrimination qui suppose d'avoir une vue d'ensemble sur le processus même d'accès à l'emploi. Et donc, il ne suffit pas, quand on est candidat, on observe sa propre candidature, mais pas celle des autres, et donc on ne peut pas se comparer, et donc on ne peut pas établir une discrimination. La seule façon véritablement d'objectiver ces discriminations, c'est de mener à bien des opérations pièges dans lesquelles on va soumettre à un employeur deux candidatures fictives de façon à établir le fait qu'il y a une différence de traitement entre ces deux candidatures. Donc en termes de limites maintenant, déjà le testing par nature, ne peut concerner que des réponses à des offres d'emploi formelles. Or on le sait, en France comme ailleurs, on trouve un emploi, alors parfois en répondant à une offre d'emploi formelle, mais souvent aussi grâce à un réseau.
les connaissances, du bouche à oreille, etc. Et ça, par définition, puisque le testing mobilise des individus qui n'existent pas, des candidats fictifs, ils n'ont pas de réseau. Et donc, toute cette partie-là du processus d'accès à l'emploi échappe totalement à cette méthodologie-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Puis deuxième aspect, dans la sphère professionnelle, il n'y a pas que l'accès à l'emploi, on peut subir des discriminations. Une fois qu'on est en entreprise, il peut y avoir des discriminations sur les salaires, des discriminations sur l'accès aux formations, aux promotions, plus généralement donc, au déroulement de la carrière. Et là, évidemment, le testing n'est absolument pas en mesure de rendre compte de ces possibles discriminations. Donc on utilise des méthodes complémentaires, absolument pas concurrentes, complémentaires, sur des grosses données d'enquête ou des données administratives, où on va comparer donc les salaires des individus, où on va comparer leur trajectoire professionnelle, mais évidemment, encore une fois, c'est des méthodes tout à fait différentes. Alors là, comme c'est très lié en fait à la tension sur le marché du travail, tout va dépendre évidemment de la profession qu'on examine à un moment donné du temps, puisqu'on le sait, à un moment donné du temps, quelle que soit la conjoncture globale, macro, il y a des professions qui peuvent être plus en tension que d'autres. Et ce qu'on montre effectivement, c'est qu'a priori, les discriminations sont plus faibles sur les professions en tension. Donc on peut penser à des professions, par exemple comme l'informatique, qui est une profession de façon assez invariante, toujours relativement en tension, avec des discriminations qui sont sans doute plus faibles, mais qui existent quand même malgré tout. Donc il n'y a pas vraiment de profession ou de secteur, même public, privé, qui soit totalement protégé du risque de discrimination, ni de profession. Et donc après, il peut y avoir des questions d'intensité, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de profession, de secteur qui est exempt de tout comportement de discrimination. Mais globalement, dans les tests qu'on a faits sur le public, on a mis en évidence le fait qu'effectivement, le public n'était pas du tout abrité du risque discriminatoire. On trouve des discriminations dans l'accès à l'emploi public comme on en trouve dans l'accès à l'emploi privé. Mais au sein des emplois publics, jusqu'ici, on n'a pas réussi à mettre en évidence de discrimination dans la fonction publique d'État. On en a trouvé, par contre, de façon récurrente dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière également. Mais jusqu'ici, dans la fonction publique d'État, dans le recrutement des grandes administrations centrales, on n'a pas trouvé de preuves statistiques de discrimination. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas réussi à en mettre en évidence. Alors que quand on les trouve, ça veut dire que forcément, donc, il en existe. Il y a plusieurs défis. D'abord, il faut approfondir la mesure des discriminations. Il y a des critères de discrimination qui n'ont pas encore été testés. Il y a aussi des domaines de discrimination qui n'ont pas encore été testés. On a testé essentiellement le marché du travail et le marché du logement, mais il y a beaucoup d'autres aspects de la vie qui peuvent être, dans lesquels il peut y avoir des discriminations et qui méritent d'être évalués. La deuxième dimension, c'est effectivement de mieux expliquer les discriminations, quels sont les mécanismes qui sous-tendent les comportements discriminatoires de la part des employeurs, par exemple, ou de la part des bailleurs. Et puis, vraiment la frontière de la recherche, là où il y a encore très très peu de travaux et où il faut développer sans doute des études, c'est évaluer des politiques publiques de lutte contre les discriminations, ce qui suppose déjà d'avoir bien fait la mesure et l'interprétation, savoir quelle est l'ampleur des phénomènes, quelle est l'explication des phénomènes, pour après mettre en place des actions publiques ou privées de lutte contre les discriminations, et puis les évaluer. Et donc là aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a encore très peu de travaux, trop peu de travaux sur l'évaluation des politiques de lutte contre les discriminations. On peut peut-être ajouter aussi qu'il y a une demande de la société assez forte pour un suivi dans le temps, c'est-à-dire un peu un baromètre finalement qui permette de voir dans le temps si finalement les discriminations tendent à diminuer, à rester constantes ou pire à augmenter. Donc il y a aussi par un protocole constant, unique, sur des professions ciblées qui sont aussi constantes dans le temps, un suivi temporel de cet indicateur de discrimination aussi qui serait sans doute nécessaire de mettre en place.
Et un dernier élément, ça peut être les comparaisons spatiales, parce que effectivement, autant on ne suit pas les discriminations dans le temps, autant on ne les compare pas dans l'espace, et donc on ne sait pas, par exemple, situer tel pays par rapport à tel autre, ou même en France, telle région par rapport à telle autre. Et il y a un intérêt à mener des campagnes de discrimination qui soient ciblées sur certains territoires, certaines villes en particulier, de façon à étudier la géographie des discriminations.